Chaque effondrement économique majeur de l'histoire moderne a eu un point commun. Les personnes qui ont bâti une richesse intergénérationnelle pendant ces périodes n'ont pas réagi au krach, elles s'y sont préparées. Depuis des décennies, le récit financier dominant vous raconte la même histoire. Les krachs sont imprévisibles. La diversification est votre seule protection, et si vous essayez d'anticiper le marché, vous perdrez. Cette histoire est vraie pour un groupe de personnes. Elle n'a jamais été conçue pour protéger l'autre. L'autre groupe, celui dont les déclarations trimestrielles à la SEC et les rapports sur la fortune privée dressent un tableau totalement différent, applique un manuel de stratégie depuis plus d'un siècle. Un manuel qui ne commence pas quand le marché chute, mais environ 18 à 24 mois auparavant. Voici les 5 actifs qui figurent sur cette liste. L'un d'eux est techniquement accessible à tous. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Et le 5e est le mécanisme par lequel, lors de chaque ralentissement majeur de l'histoire enregistrée, la richesse est légalement transférée de la classe moyenne vers les ultra-riches. Commencez par ce qui semble le plus ennuyeux, car dans le langage de la richesse institutionnelle, ennuyeux signifie redoutable. Avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000, avant la crise financière de 2008 et avant le choc du Covid en 2020, un modèle apparaissait systématiquement dans les déclarations 13F de la SEC des investisseurs institutionnels les plus fortunés d'Amérique. Ils n'achetaient pas d'or, ils n'investissaient pas dans l'immobilier, ils ne se repositionnaient pas sur les matières premières, ils achetaient des titres d'État à court terme, des T-bills, des instruments étatiques à 90 jours, qui ne rapportaient guère plus qu'un compte d'épargne. Le Berkshire Hathaway de Warren Buffett a atteint plus de 130 milliards de dollars en T-bills et équivalent de trésorerie à la mi-2023, avant la crise bancaire régionale, avant le règlement de comptes dans l'immobilier commercial. La presse financière a parlé d'opportunités manquées. Ils disaient qu'il était trop conservateur. Ils disaient que le vieil homme avait perdu son mordant. Ce qu'il faisait, c'était charger l'arme. C'est la première vérité qui distingue le comportement des individus fortunés de la sagesse financière conventionnelle. Les riches ne considèrent pas le cash comme quelque chose qui leur coûte du rendement. Ils le considèrent comme le seul actif qui se transforme en n'importe quel autre actif précisément au moment où les autres actifs saignent. Examinons la mécanique historique. Lors du krach de 2008 à 2009, les entreprises du S&P 500 ont perdu environ 57% de leur valeur, à leur point le plus bas. Si vous déteniez 10 millions de dollars en T-bills rapportant 2%, vous gagnez 200 000 dollars, alors que tous les autres perdaient la moitié de tout. Mais plus important encore, vous aviez 10 millions de dollars dans un marché où des entreprises exceptionnelles étaient vendues à moitié prix. Le Knight Frank Wealth Report de 2009 a documenté une forte augmentation de ce qu'il a appelé la préférence pour la liquidité chez les individus extrêmement fortunés, commençant dès 2006. Ces clients ne se cachaient pas, ils se positionnaient. C'est précisément pour cela que le conseil « Restez investi », le temps passé sur le marché bas l'anticipation du marché, existe. Pas parce qu'il est faux. Pour l'investisseur privé moyen, il fonctionne assez bien. Mais c'est un conseil pour les personnes qui ne peuvent pas déplacer 500 millions de dollars en T-bills sans que cela devienne un signal de marché visible. Pour tous les autres, travaillant avec un compte de courtage standard, il n'y a aucune barrière structurelle à faire ce que Buffett fait. Il n'y a que le conditionnement culturel qui vous dit que la démarche est trop simple pour être vraie. Le mécanisme repose sur un principe de fer. Les krachs ont besoin de vendeurs. Les vendeurs ont besoin d'acheteurs. Les acheteurs ont besoin de cash. Les ultra-riches accumulent l'instrument qui ne peut être détruit par l'événement qu'ils attendent. Puis ils attendent, avec la patience spécifique de celui qui connaît déjà le scénario. Nous en venons maintenant au point que personne dans la finance conventionnelle ne veut que vous compreniez. Car si vous le compreniez, vous réaliseriez que chaque crise économique majeure est en même temps un mécanisme de transfert. Et le transfert ne circule que dans une seule direction. Le deuxième actif est la dette décotée, distressed debt. Lorsqu'une entreprise se dirige vers la faillite, ses obligations cotées en bourse s'effondrent. Une obligation émise à 500 par dollar se négocie peut-être à 1500, 2000 ou parfois moins. Le marché, paniqué et illiquide, évalue ces instruments comme une perte totale. Personne n'en veut. Chaque investisseur privé a fui.
Les médias financiers rédigent des nécrologies. C'est exactement le moment où l'argent sophistiqué arrive. Howard Marks d'Oaktree Capital a bâti l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs alternatifs de l'histoire, presque exclusivement sur cette thèse. Sa note aux clients d'octobre 2008, écrite alors que les marchés étaient en chute libre, est aujourd'hui étudiée dans les cursus financiers. Son argument central, la dette décotée n'est pas un pari sur la survie d'une entreprise. C'est un mécanisme légal pour prendre possession des actifs d'une entreprise à une fraction de leur coût de remplacement, sans payer le prix de l'action. Voici comment fonctionne la machine, et c'est la partie que la presse financière omet systématiquement d'expliquer clairement. Lorsqu'une entreprise fait faillite, la cascade des créanciers détermine la priorité de l'indemnisation. Les créanciers privilégiés garantis sont au sommet. Les détenteurs d'obligations subordonnées en dessous. Les détenteurs de capitaux propres. Les actionnaires ordinaires occupent l'échelon inférieur et ne reçoivent généralement rien. Le tribunal des faillites restructure l'entreprise. Les anciens capitaux propres sont totalement anéantis. Les détenteurs d'obligations, qui ont acheté de la dette décotée à 1500 par dollar, reçoivent de nouvelles actions dans l'entité réorganisée. Ils n'ont pas acheté d'actions, ils ont acheté de la dette. Ils en sont ressortis comme les nouveaux propriétaires. Lors de la crise de 2008 à 2009, ce mécanisme s'est joué à grande échelle. Les fonds de dette décotés ont racheté les obligations de fournisseurs automobiles, de fiducies immobilières commerciales et de conglomérats de détail que le marché avait déjà radiés comme cadavres. General Growth Properties, à l'époque le deuxième plus grand exploitant de centres commerciaux aux États-Unis, a déposé le bilan en avril 2009. Sa dette se négociait pour quelques cents. Brookfield Asset Management a bâti des positions importantes dans ces titres en difficulté. Lorsque JGP est sorti de la faillite en novembre 2010, Brookfield détenait une participation majoritaire dans une entreprise gérant plus de 200 centres commerciaux valant des milliards de dollars. Le coût total d'entrée des obligations décotées, achetées à une fraction de leur valeur nominale. Le Capgemini World Wealth Report de 2010 a documenté que les individus fortunés qui ont maintenu une allocation dans des stratégies de crédit alternatifs pendant la crise de 2008 ont surpassé les portefeuilles standards de 23% en moyenne au cours des 3 années suivantes. Non pas parce qu'ils étaient intellectuellement supérieurs, mais parce qu'ils avaient accès à un instrument dont les investisseurs privés sont structurellement exclus par la réglementation, les seuils d'investissement minimaux et une opacité délibérée. La réalité plus sombre sous ce mécanisme est ce qui devrait inquiéter tout observateur. La dette décotée nécessite une économie en difficulté pour générer sa matière première. Chaque faillite d'entreprise lors d'un ralentissement signifie, d'un certain point de vue, que des gens perdent leurs emplois, leurs retraites et leurs économies accumulées. De l'autre point de vue, elle représente le transfert d'actifs productifs, usines, réseaux logistiques, portefeuilles immobiliers, d'actionnaires publics dispersés vers un capital privé concentré à des prix inférieurs à la valeur de marché. La machine juridique de la faillite moderne n'a pas été conçue avec ce résultat comme objectif explicite, mais les résultats ne sont pas neutres. Et savoir que ce mécanisme existe est la première étape pour comprendre pour quels intérêts l'architecture financière a été discrètement optimisée. Le troisième actif est le plus ancien, plus vieux que les marchés boursiers, plus vieux que les obligations, plus vieux que le système bancaire central. Il a survécu à chaque effondrement de cette liste et à chaque effondrement avant l'histoire enregistrée. Et il est actuellement accumulé à un rythme sans précédent moderne. Les terres agricoles productives. Le Knight Frank Wealth Report suit l'indice Farmland depuis plus d'une décennie. Entre 2000 et 2020, la valeur des terres agricoles de premier choix aux États-Unis a augmenté de plus de 500%. Elle ne s'est pas effondrée lors de l'éclatement de la bulle Internet. Elle n'a pas fléchi pendant la crise financière de 2008. Lors du choc du Covid en 2020, alors que les REIT perdaient 40% et que l'immobilier commercial entrait dans une crise pluriannuelle, les terres agricoles ont progressé de 7%. La raison n'est pas compliquée. Une terre qui produit de la nourriture possède un plancher intégré à sa valeur qu'aucune autre classe d'actifs ne possède. Ce plancher s'appelle la nécessité calorique. Les humains ont besoin de calories pour maintenir leur fonction biologique, indépendamment du fait qu'une banque centrale ait mal évalué les risques ou qu'une
ou qu'une institution financière à effet de levier soit devenue insolvable. En 2023, des rapports de The Land Report, confirmés par des documents de l'USDA, ont révélé que Bill Gates avait accumulé environ 270 000 acres de terres agricoles américaines dans au moins 18 États, faisant de lui le plus grand propriétaire privé de terres agricoles du pays. Les médias grand public ont présenté cela comme un passe-temps excentrique de milliardaires, ou dans les cercles conspirationnistes, comme quelque chose de plus sombre. La logique financière n'est pourtant ni excentrique ni conspirationniste, elle est ancestrale. Dans l'économie agraire romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, la classe patricienne accumulait systématiquement des terres publiques pendant les périodes de crise de la dette. Lorsque les petits agriculteurs ne pouvaient plus honorer leurs obligations, les latifundia, de vastes domaines appartenant à la classe sénatoriale, s'étendaient sur la péninsule italienne. Le même schéma s'est manifesté dans l'Europe d'après la peste noire, où les survivants disposant de liquidités achetaient des fermes abandonnées issues des successions des défunts à des fractions de leur valeur antérieure. Dans l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale, lorsque le mark a sombré dans l'hyperinflation, les spéculateurs étrangers et les industriels nationaux disposant de devises fortes ont acheté des terres agricoles à des familles de la classe moyenne qui ne pouvaient plus payer leurs hypothèques en valeur réelle. Mécanisme identique, siècle différent. Une terre qui nourrit les gens conserve sa valeur quand le papier avec lequel cette valeur est mesurée se désintègre. La distinction cruciale, que les données médico-légales de chaque crise confirment, réside entre les terres agricoles, produisant des cultures d'exportation, et les terres servant uniquement à la consommation intérieure. Pendant l'effondrement monétaire au Venezuela après 2015, les terres agricoles liées à l'agriculture d'exportation, café, cacao, fruits tropicaux, avec des acheteurs internationaux payant en dollars, ont conservé leur valeur réelle. L'immobilier commercial urbain libellé en bolivars est devenu sans valeur. Un actif était lié à la demande mondiale, l'autre à un système monétaire qui cessait d'exister. L'actif n'est pas simplement de la terre. C'est une capacité productive couplée à une demande qui dépasse la juridiction de toute monnaie défaillante. Allez chez Sotheby's New York 4 à 6 mois avant une perturbation majeure du marché. Pas dans les salles de vente publiques, mais dans le département des ventes privées, accessible uniquement sur rendez-vous et fonctionnant sur la base de relations et de recommandations. Les données privées de Sotheby's et Christie's montrent un modèle qui perdure depuis près de 50 ans. Les ventes privées, des transactions directes entre collectionneurs et acheteurs institutionnels, négociées totalement en dehors des enchères publiques, montent en flèche de manière drastique dans les 18 à 24 mois précédant les grands ralentissements économiques. Avant la crise de 2008, les ventes privées d'art via les grandes maisons ont atteint des volumes records en 2006 et 2007. Avant le krach de la bulle Internet en 2000, le même modèle s'est manifesté en 1998 et 1999. La thèse s'est confirmée à nouveau fin 2019 et début 2020. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un comportement de classe d'actifs qui reflète une caractéristique fondamentale de l'art, blue chip, qu'aucun instrument financier ne reproduit, une corrélation quasi nulle avec les marchés boursiers. Une étude pionnière de May Moses, acquise plus tard par Sotheby's elle-même, a suivi les rendements de l'art sur 200 ans de registres d'enchères. Le résultat était sans équivoque. Les rendements de l'art affichaient une corrélation négative avec les cracks des marchés financiers. Quand le S&P 500 a chuté de 57% en 2008 à 2009, le segment supérieur du marché de l'art, défini comme les œuvres d'artistes établies avec une provenance institutionnelle et une forte demande de collectionneurs, a baissé d'environ 4% contre 57%. Le mécanisme derrière cette performance n'a rien à voir avec l'esthétique, mais tout avec l'inflexibilité de l'offre. Un tableau de Gerhard Richter ne peut pas être fabriqué par une banque centrale. Il n'y a pas d'équivalent artistique à l'assouplissement quantitatif. L'offre d'œuvres majeures d'artistes historiquement établis est, au sens le plus littéral, finie. L'artiste est mort et ne produit plus. Dans un environnement où la masse monétaire fiduciaire peut s'étendre de 3 000 milliards de dollars en un seul mois, comme cela s'est produit lors de l'intervention d'urgence de la Réserve fédérale en mars 2020, tout actif avec une offre durablement fixe devient par nécessité structurelle un véhicule de préservation de la richesse. L'argent chasse la rareté quand la rareté ne peut pas être imprimée.
Le mécanisme des ventes privées ajoute une seconde couche rarement analysée publiquement. Les enchères publiques sont transparentes en termes de prix et soumises au sentiment du marché. Les ventes privées ne le sont pas. En période de tension financière, acheteurs et vendeurs négocient directement. Le vendeur, qui a souvent besoin de liquidités pour couvrir des pertes ailleurs, accepte un prix inférieur à la valeur de marché. L'acheteur acquiert l'œuvre avec une décote qui n'apparaît dans aucun indice public, n'est pas saisi par les rapports financiers conventionnels et se déplace à travers des structures comptables d'une complexité considérable. L'opacité de la transaction n'est pas accessoire à la stratégie. Pour la communauté des individus ultra fortunés, l'opacité est une caractéristique centrale. Le Capgemini World Wealth Report a systématiquement constaté depuis 2010 que les investissements de passion, qui comprennent l'art, les vins rares, les automobiles de collection et les pierres précieuses de couleur, représentent entre 5% et 10% des allocations de portefeuille des UHNWI à l'échelle mondiale, cette valeur augmentant de manière mesurable dans les 12 mois précédant des événements de stress financier documentés. Ce n'est pas de la passion, c'est de la reconnaissance de forme avec un horizon temporel intergénérationnel, portant la passion comme camouflage. Le dernier actif est celui qui fait passer tout le reste de cette liste pour une manœuvre défensive. Car les 4 premiers actifs sont des formes de protection, des réserves de valeur, des mécanismes de préservation de la richesse pendant les perturbations. Ils protègent la richesse. Ils transfèrent de la richesse à la marge. Le 5e actif n'est pas de la défense. C'est de l'offensive. C'est le mécanisme par lequel des fortunes entièrement nouvelles sont bâties pendant les effondrements économiques, et non simplement préservées. Et il se cache dans le coin le moins glamour des transactions de capital investissement. Les entreprises monopolistiques de services essentiels. Après chaque crise économique majeure au XXe et XXIe siècle, les dossiers médico-légaux des données d'acquisition en capital investissement montrent un modèle de comportement si constant qu'il en devient presque algorithmique. Dans les 12 à 36 mois suivant une perturbation majeure du marché, le capital expérimenté cible systématiquement des entreprises opérant dans des secteurs à demande inélastique, gestion des déchets, self-stockage, services funéraires, lutte contre les nuisibles, infrastructures hydrauliques et traitement des déchets médicaux. Ces entreprises partagent une caractéristique unique qui semble banale jusqu'à ce qu'on l'énonce clairement. Les gens ne peuvent pas cesser d'utiliser leurs services, quelles que soient les conditions économiques. Une famille qui a perdu son revenu produit toujours des déchets. Elle a toujours besoin d'un espace de stockage si elle déménage d'une maison qu'elle ne peut plus s'offrir. Elle a toujours besoin de lutte contre les nuisibles, car l'infestation ne consulte pas les statistiques du chômage avant de se produire. La mort, surtout pendant une crise, agit de manière totalement indépendante de la politique des banques centrales. Le profil économique de ces entreprises, sous stress, est presque pervers dans son avantage pour l'acquéreur. Pendant le ralentissement, leurs revenus restent stables. Leur coût de main-d'œuvre diminue, car le chômage élimine le pouvoir de négociation des employés. Leurs concurrents, souvent des exploitants plus petits, ayant financé leur expansion par le crédit, se retrouvent en défaut de paiement et font faillite. L'entité acquéreuse rachète les tournées, les contrats, les listes de clients et l'équipement à des prix de liquidation auprès d'exploitants qui ne peuvent plus honorer leurs obligations. Wayne Huizenga a compris cela avant presque tout le monde dans le capital investissement moderne. Il a bâti Waste Management pour en faire un géant national, non pas pendant un boom économique, mais en acquérant de petits exploitants régionaux pendant la récession stagflationniste du milieu des années 1970. Aucune innovation requise. Pas de thèse de disruption. Pas d'avantage technologique. Les camions poubelles parcourent le même itinéraire. Que l'économie croisse de 4% ou se contracte de 4%. Il a acquis les actifs quand les vendeurs étaient en détresse, a maintenu le monopole quand l'économie s'est redressée, et a répété le cycle lors des contractions suivantes. Les données de PitchBook sur les transactions du marché privé documentent que le schéma se répète à chaque cycle. Entre 2009 et 2012, les acquisitions d'entreprises
de services essentiels par le capital investissement institutionnel se sont accélérés de plus de 40% par rapport au niveau d'avant-crise. Les entreprises de les entrepôts, les stations d'épuration et les éliminateurs de déchets médicaux ont été acquis à des multiples de valorisation déprimés, alors que leur flux de trésorerie sous-jacent, la substance économique réelle de l'entreprise, restait totalement intact. Cela nous amène au dernier morceau de savoir interdit intégré dans tout ce schéma, et c'est le point le plus inconfortable. Les entreprises que les investisseurs privés et les médias financiers ignorent en période de boom, ennuyeuse, sans glamour, sans engouement culturel, sans récit de disruption, deviennent en période de crise, précisément pour cette raison, les cibles d'acquisition aux rendements les plus élevés. Elles ont été ignorées. Personne n'a gonflé leur valorisation, avec des primes spéculatives. Personne ne leur a attribué un multiple dont la justification aurait nécessité 30 ans d'exécution parfaite. Elles étaient sous-évaluées en période faste. En période difficile, elles sont devenues dérisoires. Et leurs flux de trésorerie ne se sont jamais arrêtés. Glamour pendant l'expansion. Monopole essentiel pendant la contraction. Le cycle est suffisamment constant pour que l'on puisse planifier en conséquence. Voici ce que vous avez réellement appris dans cette vidéo, et c'est plus vaste que les 5 actifs. Chaque krach économique de l'histoire moderne n'était pas un événement naturel aléatoire. C'était un événement de redistribution prévisible et cyclique. Le capital circule de l'impréparé vers le préparé, du paniqué vers le patient, du détenteur passif vers l'acheteur structurellement positionné. On a appris à la classe moyenne que les krachs sont des choses qui lui arrivent. Les données des rapports de la SEC, de Knight Frank, de Capgemini et d'un siècle d'archives de vente aux enchères et d'acquisition racontent une histoire différente. Les krachs sont des événements de shopping planifiés pour des personnes qui savent ce qu'elles achètent, pourquoi elles l'achètent et quel prix elles sont prêtes à payer. Le système financier n'a jamais caché cela par malveillance. Il l'a occulté par l'hypothèse que ces informations ne sont exploitables que par des personnes ayant déjà accès à ces véhicules. Cette hypothèse est fausse. Les principes ne sont pas spécifiques aux véhicules. Le cash est une munition. Les entreprises de services essentiels sont un flux de trésorerie durable. Les terres agricoles sont une créance calorique sur l'avenir. La dette décotée est un mécanisme de propriété déguisé. L'art est une préservation de la richesse non corrélée, enveloppée de légitimité culturelle. Rien de tout cela ne nécessite un compte de courtage prime pour être compris. Ce qu'il faut, c'est la volonté de regarder ce que font réellement les personnes qui bâtissent une richesse intergénérationnelle. Pas ce qu'elles disent à Davos, pas ce qu'elles publient dans des tribunes. Et de se confronter à une question inconfortable. Si le prochain crash a déjà commencé à projeter son ombre sur le présent, mesurable par les accumulations de T-bills, les transactions d'art privé, les achats silencieux de terres agricoles et les positions de dette décotées, établies par des personnes dont toute la vie professionnelle est organisée autour de cet événement récurrent unique, où voulez-vous vous situer lorsqu'il arrivera ? Si cette analyse a changé votre vision de la mécanique des cycles économiques et du manuel de stratégie caché des ultra-riches, veuillez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Nous dévoilons l'histoire financière que l'on a essayé de garder secrète. Préparez-vous pour l'avenir et commencez votre positionnement dès aujourd'hui. Le prochain coffre-fort des secrets de la richesse sera bientôt ouvert.